Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Contre nous soit dit, ce magazine où nous prenons des questions majeures d'actualité politique mais également sociale. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous l'avez certainement suivi, Lamouka était dans la rue pour dire non à Rossard Malonda mais aussi appeler à des réformes avant les élections. Nous parlerons de ça. Parlons justement de Lamouka. Martin Fayoulou a-t-il changé des fusils d'épaule? Le président de l'ECD a fait une conférence de presse dans laquelle il se disait désormais prêt à rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi au fin de discuter entre fils d'un même pays pour trouver des solutions à des problèmes majeurs de la République. Est-ce que la vérité des urnes appartient désormais au passé? Nous parlerons de toutes ces questions. Quoi de plus normal que de recevoir sur ce plateau aujourd'hui quelqu'un de l'ECD, Engagement citoyen pour le développement, parti cher à Martin Fayoulou, c'est Maître Laurent Tchoumbé. Maître Laurent, bonsoir. Bonsoir, Président. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes cadre du parti de Martin Fayoulou. Comment se porte le parti d'ailleurs, en l'absence de Martin Fayoulou retenu pour des raisons de confinement aux États-Unis d'Amérique? Merci beaucoup, Perrault, d'abord pour l'invitation. Mais vous n'allez pas m'empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir vous présenter mes sincères félicitations parce que depuis un moment donné, votre émission cartonne et vous avez une audition assez importante dans la cité par rapport à votre engagement critique, par rapport au sujet que vous abordez avec vos invités. Et j'ai toute mon admiration que je vous présente en ce jour. Merci beaucoup. Mais pour répondre à votre question, je dois vous avouer que les partis se comportent à merveille, en dépit du fait qu'effectivement, notre leader, le président Martin Fayoulou, se retrouve présentement aux États-Unis pour des raisons que vous avez tout à l'heure évoquées. Mais les partis également s'est résolu d'arrêter toutes les activités, notamment les différentes réunions, parce qu'on devait respecter les consignes données par le secrétariat technique qui s'occupe du combat contre cette pandémie. Mais en tout cas, tous les militants sont en alerte, comme le président l'a souligné dernièrement, et nous attendons que les mots d'ordre pour défendre les intérêts qui sont chers pour la nation congolaise. Laurent Otchoumé, vous êtes de l'ECD de Martin Fayoulou, mais on sait que vous avez claqué la porte il n'y a pas longtemps. Vous êtes jeune, vous êtes un homme connu dans les milieux des politiques. C'est quoi l'image que vous voulez donner de la politique? De l'instabilité, d'une jeunesse qui peut être ballottée à gauche et à droite. Pourquoi vous êtes parti de l'ECD de Martin Fayoulou et pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui? Merci beaucoup, Perrault. C'est pour moi une occasion d'éclairer l'opinion sur cette question parce que beaucoup de gens, même sur les réseaux sociaux, me posent la question. Je suis avocat et je suis quelqu'un qui a parti à l'ECD depuis sa création jusqu'à présent. Laurent Otchoumé n'a jamais changé de parti politique. Mais comme je suis avocat, vous savez que la profession d'avocat n'a pas de couleur. Elle est incolore. Et lorsque je suis requis quelque part pour donner mes services en tant que technicien, je ne peux qu'aller offrir mes services. Et dans ce cadre-là, lorsqu'il s'agit d'un cabinet politique, je ne peux pas, surtout à ce moment-là, j'occupais les fonctions du coordonnateur national de la Ligue des jeunes de l'ECD, je ne pouvais pas, peu importe mon domaine d'intervention juridique, aller conseiller un premier ministre dans un secteur donné et continuer à appartenir, à porter les couleurs d'un parti politique, alors que vous savez que l'ECD n'était pas d'accord avec l'existence du gouvernement Tchibala. C'est pour cette raison, pour des raisons d'honneur. Voilà l'exemple que je donne à la jeunesse. Je ne pouvais pas jouer au doublure. C'est pour cette raison que je demandais. Techniquement ou administrativement, on aurait parlé de la mise en disponibilité. Mais j'ai préféré déposer ma démission pour conseiller le Premier ministre Tchibala. Vous n'êtes pas allé chez Tchibala comme avocat. Vous êtes allé travailler chez Tchibala comme conseiller. Donc vous avez suivi les buffetecs, assumé, il faut le dire, et vous avez laissé Martin Fayoulou. Vous vous êtes engagé dans une aventure avec Tchibala qui ne vous a pas payé, c'est ça le problème. Pero nous sommes allés à cette époque-là parce que nous avions estimé qu'on pouvait utilement les conseiller pour que les élections soient organisées. Et effectivement, les élections ont été organisées. Nous ne sommes pas partis chez Tchibala pour le beefsteak. Sinon, mon travail d'avocat me paye très bien. Je sais comment nouer les débuts du mois. Je ne suis pas allé chez Tchibala comme politique. Sinon, j'aurais adhéré à son parti politique qui est l'IDPS Tchibala. Vous n'êtes pas allé là-bas comme avocat de Tchibala, vous êtes allé comme conseiller dans un cabinet politique d'un premier ministre. Les gens ne comprennent pas. Je suis allé là-bas en tant que technicien pour prodiguer des conseils au Premier ministre et non en tant que politique. Sinon, j'aurais adhéré dans sa vision politique. Vous avez été conseiller de Tchibala. C'est-à-dire que vous faisiez partie du cabinet politique. Écoutez, Perrault, il ne faut pas caricaturer les choses.
Si je serais parti auprès de Tchibala comme politique, je serais membre de son parti politique, chose qui n'a jamais été faite. Vous êtes journaliste réputé pour la qualité de vos investigations, vous allez vous renseigner que beaucoup de conseillers ont adhéré à son parti politique, mais Laurent Ochoumbi n'a pas fait état parce que je sais que j'appartiens à une formation politique dure et qu'il y a une vision pour cette République. Mais vous avez trahi cette formation politique. Je l'ai trahi. Vous avez trahi Fayoulou qui a dit que les négociations issues de la Senko étaient galvaudées. Vous avez trahi Fayoulou en suivant un Tchibala qui a été débauché à l'UDPS pour devenir Premier ministre. Vous avez trahi le combat et vous avez trahi Martin Fayoulou. Assumez, arrêtez de tourner autour du pot. Je n'ai pas trahi et je ne trahirai jamais ni les CID ni le président Martin Fayoulou. Je viens vous indiquer que nous avions énormément reçu des sollicitations dans plusieurs partis politiques, mais la seule réponse qui était réservée à ceci, c'est que moi je suis né à l'ECD et mourrai à l'ECD. Et les gens veulent galvauder certaines fonctions dans ce pays. Être conseiller ne veut pas dire partager une vision politique. C'est offrir ce service dans un domaine technique à l'autorité qui vous a requis. Effectivement, pour ne pas donner une caution politique de l'ECD à Bruno Tchibala. Voilà, c'est pour cette raison que je me suis momentanément retiré du parti et ensuite je suis rentré. Quoi de plus normal, c'est l'esprit de la constance que je vais montrer à la jeunesse. Que Laurent Ochoumbi a commencé son combat politique au sein de l'ECD et continue son combat politique à l'ECD. La différence, c'est que j'ai prodigué des conseils à un Premier ministre à un moment donné. Laurent Ochoumbi, la caméra est là. Je ne veux pas qu'on fasse une émission sur vous. Je voulais qu'on revienne sur le thème même. Attendez, il faut quand même que je parle de vous parce que vous êtes devant moi. Vous avez travaillé pendant 2 ans avec Tchibala. Êtes-vous fier de cet homme? Beaucoup de choses se racontent autour de sa gestion de la primature. Beaucoup disent que c'était une gestion abracadabrantesque. Et d'ailleurs, certains de ses conseillers lui réclament encore aujourd'hui de l'argent. On dit qu'il coupait dans les enveloppes salariales des hommes qui travaillaient avec lui. Il n'y avait pas l'argent là-bas. Vous avez été avec Tchibala pendant 2 ans. Êtes-vous fier d'avoir fréquenté cet homme? Et êtes-vous parmi les personnes qui traînent Tchibala aujourd'hui en justice? Perrault, d'abord, je dois commencer par vous affirmer que je ne suis pas parmi les gens qui ont déposé plainte contre l'ancien Premier ministre Bruno Tchibala. Mais en tant qu'homme d'État, j'ai assumé effectivement les fonctions du conseiller du Premier ministre. J'ai ce qu'on appelle l'obligation de réserve sur certaines questions. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais s'il faut revenir sur ce qui s'est passé, s'il faut reprendre, je n'allais pas accepter d'être premier conseiller du Premier ministre Tchibala. Vous regrettez d'avoir travaillé avec Tchibala? S'il faut reprendre, je n'accepterai pas d'être son conseil. On dit la même chose, mais je voudrais que vous le disiez. Vous regrettez d'avoir travaillé avec Bruno Tchibala? Perrault, je ne voudrais pas que vous mettiez votre vocabulaire sur ma bouche, mais je dis tout simplement que s'il faut reprendre, je n'accepterai pas de conseiller le Premier ministre. Mais on le présente comme quelqu'un n'est pas bien, qui ne savait pas organiser le travail. Aujourd'hui, on dit de lui, c'est quelqu'un qui a détourné, tout ça. Vous n'avez pas vu ça dans cet homme-là? Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que l'IDPS, c'est un parti qui a beaucoup lutté, mais il a toutes les qualités, sauf la qualité organisationnelle. C'est ce que nous remarquons jusqu'à présent. Donc la primature de Tchibala n'était pas organisée. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que l'UDPS est un parti qui n'a véritablement pas été préparé pour gérer le pays. Ça, c'est l'écho que nous vivons, que ce soit avec Tchibala, que ce soit présentement. En tout cas, le déficit organisationnel est criant. Il y avait beaucoup de déficits d'organisation avec Bruno Tchibala, c'est ce que vous voulez dire? En réalité, il faut regretter cette époque-là, il faut tourner la page. Okay. Je vais vous aider à tourner la page, vous êtes mon ami, je n'ai pas envie de vous accabler dans cette émission. Je vous ai vu dans la toute dernière marche organisée par la Mouka, vous étiez dans la rue, en train de crier, en train de parler. Laurent Ochoumbi, pourquoi vous êtes descendu dans la rue le 13 juillet dernier? Pero ce qu'il faut retenir, c'est que nous avions connu les élections en 2018. Et ces élections ont été les plus chaotiques du monde. Et les hommes sérieux doivent tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Et tirer les leçons, c'est quoi? Et les élections ont été organisées par Tchibala avec lequel vous travaillez. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une page qu'il faut tourner définitivement. Il faut voir l'avenir. Nous n'allons pas nous être sur le statu quo en train de regretter les abus que nous avions observés, mais il faut tout simplement se projeter vers l'avenir pour que ce qui a été vécu, que la population congolaise ne le vive plus jamais. Alors, pour ce faire, il faut, et la classe politique est unanime là-dessus, il faut des réformes institutionnelles, notamment sur la loi portant organisation de la CENI. Et sur cette question précise, vous vous souviendrez très bien que le président élu Martin Fayoulou a fait une proposition. Aujourd'hui que les gens ont tenté de minimiser à son temps, il a dit ceci.
Les élections ont été ce qu'elles ont été. Présentement, la priorité devrait être les réformes de plusieurs lois, notamment la loi qui organise la CENI. Et si nous évacuons les tares qui ont émaillé cette loi assez importante, nous allons passer sur la désignation des membres qui doivent conduire, parce que l'équipe qui gagne, on ne la change pas, mais c'est l'équipe qui perd, on la change. Avant de faire table rase sur les bureaux de la CENI, il faut d'abord qu'on précède les mouvements de désignation des individus par des réformes. Et on ne nous a pas compris, vous avez vu avec quelle légèreté l'institution Assemblée nationale a voulu faire les choses. La CENI, pour votre information, je sais que vous le connaissez, a 13 membres. Et si aujourd'hui on précipite les choses pour mettre Malone dans la tête de la CENI, et d'autres 12 membres viendront d'où? Donc vous êtes descendu dans la rue pour la réforme. Nous sommes descendus dans la rue pour deux choses. La première chose, nous avions exigé qu'il faut qu'on précède toutes les désignations des individus par des réformes importantes et fondamentales. On met un point là. Et ces réformes ne doivent pas se faire dans le cadre institutionnel parce que le FCC va dicter sa loi. C'est pourquoi le président Fayulu a fait une proposition, que la classe politique se retrouve et définisse des orientations politiques et juridiques sur la réforme de la loi électorale, de telle sorte que les consensus qui seraient trouvés par la classe politique, soit les institutions aient une compétence liée pour juste mettre en exercice et avancer. Laurent Tchoumbe, je mets un point là-dessus. Vous avez dit deux choses. La première des choses, la réforme des institutions. On parlera de la deuxième chose après. Attardons-nous sur la réforme des institutions. Plutôt, vous parlez de la loi électorale ou des institutions. Concrètement, vous voulez quoi exactement? Que faut-il réformer? À quelle échéance? À quelle hauteur? Est-ce qu'il faut réformer la loi électorale? Dans quel sens? Encore faut-il lancer des mots? C'est une bonne chose, vous parlez des réformes, mais encore faut-il donner un contenu à ce que vous dites. Vous réclamez la réforme sur quoi exactement, vous, de la Mouka? Voilà, moi, on aura une émission élaborée sur cette question, mais ce que je peux vous affirmer pour l'instant, Martin Fayulu ne cherche pas ce dialogue-là pour aller imposer son point de vue. Mais il va présenter ce que tout le monde sait, ce que nous avions vécu en 2018, c'est chaos électoral. Il faut proposer des remèdes efficients, de telle sorte que d'autres partenaires politiques comprennent le bien fondé, d'éviter les bêtes de santé que nous avions connues, d'éviter la misère que la population subit aujourd'hui du fait de ces élections chaotiques, pour qu'on se projette vers l'avenir. Donc, les propositions seront sur la table. Ce n'est pas Martin Fayulu qui va obliger tout le monde de suivre sa voie, mais certainement, lorsqu'un politicien sérieux est engagé dans le souci de voir la population changer sa vie, je sais que d'autres partenaires politiques vont partager les avis et considérations que la Mouka va présenter, et on va avancer vers l'avenir. Vous parlez de Martin Fayulu. Martin Fayulu dit qu'il faut qu'on se retrouve dans un cadre extra-institutionnel. Il ne veut pas qu'on parle dans les institutions. Alors que vous, la Mouka, vous avez des députés nationaux, vous avez des députés provinciaux, vous êtes dans les institutions de la République. Ça, les choses doivent être claires. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de dialogue? Martin Fayulu n'est-il pas fauché après les 4 mois de confinement, après avoir dépensé ce qu'il a dépensé pour les élections, et on veut faire tourner les cycles comme on a l'habitude, on partira dans une sorte de conciliabule, après on va se partager le gâteau. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif que vous poursuivez? Déculotons-nous de considérations sémantiques, dialogue, concertation, peu importe les mots, parce que les Congolais veulent beaucoup s'attarder, forum, conférence, peu importe. Ce qui est important, c'est le contenu. Et le contenu, c'est pourquoi il a proposé la création d'une institution qu'il a appelée Haut Conseil et Consort, qui lui sollicite assumer la paternité, justement parce qu'il a une vision pour la République. Il veut proposer aux partenaires des réformes sérieuses, institutionnelle, de telle sorte que l'essentiel, on ne revive pas ce qu'on a vécu en 2011, en 2018, même en 2006. Seulement les imbéciles qui ne changent pas. Nous devons nous projeter pour que ce que nous avions vécu dans ces pays, qu'on ne les revive. Une manière de chercher d'embauche aussi. On sait comment les dialogues se terminent. Moi qui vous parle non plus, je ne suis pas éminable citoyen. Regardez la provocation au peuple. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de citoyens qui sont sortis dans la rue pour désapprouver les choix calamiteux de M. Malonda. Quelqu'un qui a cautionné les élections chaotiques qu'on venait d'avoir en 2018, où il y a une mort d'homme, Pérou. La première tricherie électorale la plus importante dans l'Afrique centrale. Et on les plébiscite avec la procédure chaotique que nous avions vécue, violant toutes les règles élémentaires de la démocratie. Et vous voulez que nous croisons les bras avec la population. Voilà pourquoi la population a fait une démonstration sanglante le 13 pour dire et à Félix Tshisekedi
et à son partenaire Joseph Kabila que nous ne voulons pas de Malonda, nous voulons des hommes crédibles. Et dans ces pays, ce ne sont pas les hommes crédibles qui manquent. Je reste dans le dialogue. Je reste dans le dialogue. On va aux élections, on fait un dialogue. Ça devient un cercle vicieux et on sait, on dit, Martin Fayoulou est fauché, la Mouka est fauché, les gens sont en train de chercher des postes. Ce dialogue-là aboutira à un partage des postes. Non, Martin Fayoulou n'a jamais revendiqué, n'a jamais cherché le partage des postes. Il a tout simplement postulé à des élections anticipées. Parce que j'ai entendu les gens dire que Martin Fayoulou a tourné la page de la vérité des urnes. Non, il n'a jamais tourné le dos à la vérité des urnes. Il a dit que tout pardon doit être précédé par la justice et la vérité. Et la vérité, c'est que les élections telles qu'elles sont déroulées dans ce pays, nous connaissons tous la personne qui les a gagnées. Mais parce qu'il n'a pas l'impérium, voilà pourquoi il dit, mettons sur place les réformes sérieuses pour qu'on ait des élections anticipées, de telle sorte que les mots les plus importants qui gangrènent notre pays depuis son indépendance, vous le savez, c'est la crise de légitimité. Comme il y a la crise actuellement de légitimité... Ça veut dire que là, vous reconnaissez que le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais si on aurait reconnu qu'il est président légitime, on n'aurait pas sollicité les élections anticipées. Parce que la population, et elle-même l'autorité que vous citez, sait que la population, aujourd'hui, ne se retrouve pas dans lui. Voilà pourquoi il faut des réformes électorales importantes et sera suivi des élections anticipées. Et à l'issue de ces élections, on aura les véritables autorités qui auront la légitimité populaire pour mettre des réformes et la population va effectivement se régaler de ses ressources naturelles. Sans vous demander d'entrer en profondeur, je voudrais quand même avoir une idée sur le format de ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Qu'on ouvre des négociations sous les auspices de la CENCO, de l'ECC, de l'Église des Réveils, qu'on se retrouve dans une sorte d'une sorte de conciliabule encore à la CENCO, et au terme de ça, il y aura des réformes. Comment vous peignez l'affaire? Vous la voyez comment, cette histoire des négociations, des dialogues? Donnez ça le nom que vous voulez. Mais Pérou, la RDC ne vit pas en solo. Nous faisons partie de la communauté internationale. Lorsque vous avez une petite plaie dans votre jambe, vous n'allez pas laisser la jambe elle-même se débrouiller. Vous aurez besoin de votre main, vous aurez besoin de votre index et consort, même de votre bouche pour regarder, pour observer, vos yeux pour observer. Ça veut dire que lorsque nous sommes devant une situation dangereuse comme aujourd'hui, la communauté nous regarde. Nous avons la CAC, nous avons l'Union africaine, nous avons les Nations unies. Et l'appel à ce dialogue que le président Martin Fayoulou a lancé, toutes ces autorités sont au courant qu'il y a des problèmes sérieux. Aucune crise dans le pays, il n'y a pas de crise politique au Congo. Une crise sérieuse à partir des élections de 2018. Parce que le FCC a nommé ses propres députés et a regardé un quota qu'il a trouvé bon et il a collé à chaque parti politique. On vous donne 2 députés, 3 députés pour tout simplement faire semblant d'une certaine harmonie électorale. Mais en réalité, nous savons que les députés qui sont là ne représentent jamais le peuple. C'est pourquoi vous voyez que la population n'est pas en osmose avec cette institution. À chaque mois qu'il y a une démarche contre-courant, la population sont dans la rue. Donc, la population ne se retrouve pas aujourd'hui avec les autorités qui ont été nommées après les élections de 2018. Voilà la nécessité d'avoir des réformes et des élections anticipées si nous voulons que le pays décolle. Parce qu'au jour que nous vivons aujourd'hui, quand on vous dit comment les caisses de l'État sont saignées, vous vous rendez compte que ces élus-là savent qu'ils sont là provisoirement et qu'ils doivent partir avant 5 ans. Maître Laurent Ochumbe, vous êtes délécidé, proche de Martin Fayoulou, vous parlez, vous dites. Mais on dit que vous êtes également descendu dans la rue contre Ronsard Malonda. Mais vous savez, vous êtes juriste, que la loi dit que le président de la CENI provient de la société civile, branche, confession religieuse. Malonda a été voté légalement et légitimement par 6 confessions sur les 8. Vous lui reprochez quoi? Un homme qui a été élu légitimement et légalement. Le destinataire final de toute action politique, c'est le peuple. Et lorsque le peuple ne veut pas d'une personne qui a été mouillée, trempée dans la tricherie électorale, je ne vois pas dans quelle mesure cette formalité doit être respectée. Encore que, au sein même de la fameuse confession, des confessions religieuses, il y a l'église la plus principale, l'église catholique, parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas par quel format d'autres confessions se sont retrouvées comme des ayants droit pour plébisciter l'élection ou la désignation d'un président de la CENI, alors que nous savons que les élections que nous avions eues en 2018, c'est notamment avec la pression de l'Église catholique. Et l'Église catholique vous dit clairement qu'il y a une forte tricherie dans la désignation de M. Malonda. Et une institution d'appui à la démocratie ne peut pas avoir comme président une personnalité qui est sérieusement contestée au départ, parce que cette contestation
augure déjà ce que c'est. Mais il a été élu, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un qui a été élu. Oui, les catholiques, c'est leur droit de ne pas l'élire, mais sur le oui, confession religieuse, Ronsard Malonda est rompu de la question électorale parce qu'il a quand même été secrétaire exécutif. Ronsard Malonda, élu par les confessions religieuses, ne lui trouvez pas l'époux sur la tête, comme on dit. Mais M. Perloa, je vous connais pour vos qualités d'investigation. Vous savez qu'il y a 2 jours, l'église kimbanguiste venait de désavouer M. Elebe, qui s'est fait représenter là-bas comme délégué de l'église kimbanguiste. Or, vous savez, il y a un principe juridique important, fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Déjà qu'il y a un délégué qui n'est pas reconnu. Vous savez l'influence que ce monsieur a eu pendant la désignation, pendant l'élection de M. Malonda. Donc, comme il y a déjà un élément de fraude, je crois que ça ne sert à rien de faire le forcing. Nous ne perdons rien à faire le table rasa. Il ne doit pas avoir des hommes providentiels dans ce pays. Lorsqu'on dit non, même lui-même Malonda, je sais que là où il est, il ne dort pas, il n'est pas en paix. Sachez que toute la population congolaise est contre lui. Pourquoi il doit aujourd'hui vouloir gérer cette institution par défi? Même l'FCC qui le soutient aujourd'hui doit tout simplement comprendre qu'il doit tout simplement couper les cordons ombilicaux et qui les lie avec ces messieurs qui visiblement préparent encore un chaos électoral dans les années qui suivent. Maître Laurent Tchoumbe, vous êtes là avec vous, donc nous analysons cette actualité politique. Vous dites qu'il faut qu'on se retrouve. Mais j'ai suivi beaucoup des cadres de la Mouka, dont vous-même, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias. Vous mettez un bémol sur le fait qu'on doit se retrouver, que ce soit le président de la République, Félix, qui doit prendre l'ordonnance. Mais vous mettez de côté Joseph Kabila. Aujourd'hui, quand vous regardez les choses, vous pensez que c'est encore possible de dealer avec Félix Antoine Tshisekedi et de mettre Kabila à côté? J'ai comme l'impression que la stratégie, la politique, c'est de créer un front avec Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila. Mais peu importe le mal qu'on a causé à son peuple, lorsqu'on se répand, la population peut oublier. Si le président, je l'appelle ainsi parce qu'il a l'impérium, Félix Tshisekedi, se répand devant la nation congolaise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un combat que nous avions mené. D'avoir fait quoi? Il doit se repentir pour avoir fait quoi? Moi, personnellement, je me rappelle qu'en 2016, lorsque le fait Dr Etienne Tshisekedi venait de l'Europe, j'assumais des fonctions importantes au sein de la jeunesse du rassemblement et c'est avec Félix Tshisekedi que nous avions travaillé pour toutes les actions sur terrain. Mais aujourd'hui, avec les pactes, avec le diable qu'il a y signé pour avoir... Oh, mais comment quelqu'un qui aime ce pays peut le mettre à genoux comme il est aujourd'hui après avoir dirigé pendant 18 ans? Je crois que c'est une honte le combat que nous avions mené d'avoir comme allié politique Joseph Kabila. Il faut avoir l'allié comme peuple et non comme Joseph Kabila. Et l'erreur la plus grave qu'il a eu à commettre, s'il se répand devant l'opinion nationale, pourquoi pas travailler? Donc vous pensez qu'aujourd'hui le mal du Congo c'est Joseph Kabila? Le problème du Congo aujourd'hui c'est Kabila? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les évidences. Et moi je ne suis pas ici venu faire la promotion de la négation des évidences. Lorsque les évidences plaident en faveur d'une telle thèse, il faut l'accepter. Aujourd'hui le mal congolais s'appelle Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous lui réclamez, Joseph Kabila? Aujourd'hui, vous pensez que sa place est en prison, sa place est à la CPI, ou c'est un acteur majeur avec lequel il faut composer pour que nous ayons un pays stable? J'ai fait publier un article il y a 3 jours où j'ai demandé à mon aîné honorable Christophe Lutundula, qui a fait un projet de loi sur la réforme électorale. J'ai dit dans ce projet de loi qu'il ajoute un élément qu'il a oublié, l'imprescriptibilité des crimes électoraux. C'est-à-dire lorsqu'on commet une fraude électorale, que cette infraction-là ne connaisse pas la prescription. Et l'auteur d'une telle infraction qui n'a pas droit aux grâces ni à l'amnistie. Comme ça peut foncièrement décourager certains fraudeurs professionnels. Qu'est-ce que nous réclamons à Joseph Kabila? C'est d'abord paupériser la population. Vous êtes 18 ans au pouvoir et voyez la misère. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité. Alors, lorsqu'un citoyen sérieux gère un pays et se rend compte qu'il est face à l'ingouvernabilité énorme, il devrait jeter l'éponge. Ça, c'est une parenthèse fermée. Aujourd'hui, vous, en tant que citoyen congolais, vous pouvez me dire sur un seul secteur que votre vie a changé depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? Rien. Vous ne me direz pas que moi, j'ai mangé 2 fois avant que Félix soit là. Aujourd'hui, je mange 3 fois. Non, la vie stagne. L'état des droits, l'état des droits. Mais quel état de droit? Caméré est en prison. C'est quand même pour la première fois qu'un homme comme ça se retrouve. C'est ce que je me bats infatigablement pour faire comprendre à nos citoyens de l'IDPS que l'état de droit, ce n'est pas emprisonner quelqu'un. L'état de droit, c'est la justice. Et la justice, ce n'est pas seulement celle qui est dite par les cours et tribunaux. C'est la justice distributive. Pourquoi nous pouvons avoir une classe
qui a tout et la majorité des Congolais en souffrent. Donc pour moi, la thèse la plus officielle, c'est que la justice n'est pas emprisonner quelqu'un à prison, condamner quelqu'un aux travaux forcés. C'est l'équitabilité. Comment on peut gérer les ressources naturelles, comment on peut avoir accès à l'eau, comment on peut avoir accès à l'électricité, comment on peut avoir accès aux soins de santé de base de façon équitable. C'est ça la justice. Qu'on ne vous trompe pas que quand on fait un procès, on condamne un gros poisson soit-il. C'est ça la justice. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est la justice. Et la justice n'est pas seulement judiciaire, elle est administrative, elle est électorale. Et dans tous les domaines de la société, nous devons avoir accès en tant que citoyens à tous les avantages que ce beau pays nous donne. Donc, je m'inscris en faux contre la logique de croire que quand on condamne quelqu'un pour avoir détourné l'argent, c'est l'état de droit. Non, c'est cette anarchie que nous voulons mettre fin. Vous voyez aujourd'hui comment la police nous a malmenés le 13 juillet lorsque nous avions marché. Ce n'est pas ça l'état de droit. Quand la population veut exprimer sa volonté, c'est un droit constitutionnel. On doit éduquer la police de telle sorte qu'elle n'agresse pas sa propre population. C'est ça la justice, c'est ça l'état de droit. Maître Laurent Tchoumbe, je vous reviens. Mais Maître, vous avez une sorte de don contre Joseph Kabila, mais attendez, ce n'est pas le diable que vous nous présentez. À 47 ans, avec l'armée, les services de renseignement, la police, cet homme a quand même accepté de laisser le pouvoir. Vous n'avez qu'à suivre les exemples dans la région. Kabila, c'était l'exemple de la démocratie et de l'alternance politique. Si nous sommes là où nous sommes, nous le devons quand même à Kabila. Là, c'est aussi être franc avec soi-même. Si vous dites comme ça, ceux qui sont dans leur tombe ne vont pas vous pardonner. D'abord, il ne faut pas présenter les élections que nous avions connues en 2016 comme le cadeau de Joseph Kabila. Non. C'est d'abord la volonté de la population qui a fait couler cette volonté dans une constitution et qui a dit que le mandat d'un président public, c'est pour 5 ans et une fois renouvelable. On l'a fait et il n'a pas fait parce qu'en 2016, que ces élections devaient être... Non, Il nous a pris 2 ans injustement. Et pendant ces 2 ans, Dieu sait laissé combien de têtes. C'était la même chose au Congo-Brazzaville, ça n'a pas empêché Sassou de modifier. C'était la même chose au Rwanda, ça n'a pas empêché Kagame de modifier. C'était la même chose en Guinée, ça n'a pas empêché Alpha Condé de modifier. Il faut savoir louer les bienfaits des gens. Ce que vous dites là, Perrault, c'est comme si vous justifiez d'avoir volé en faisant référence à quelqu'un qui a volé ailleurs. Vous dites non, moi je viens de voler, mais X aussi a volé là-bas à Lemba, Z aussi a volé là-bas à Gombe. On ne justifie pas le mal par le mal. Pourquoi vous ne citez pas l'exemple des États-Unis? Pourquoi l'exemple de la France vous offusque? Pourquoi vous ne parlez pas de l'Israël? Tant d'autres pays. Pourquoi vous prenez seulement l'exemple d'un pays où nous savons qu'il y a un dictateur qui s'est implanté là-bas, qui gère seul ces pays-là? Non, je crois qu'en tant que citoyens congolais, nous devons tirer comme exemple les beaux exemples. Là où ça va mieux, on ne peut pas se niveler vers le bas pour chercher les exemples. Là où ça marche mal. Ça, c'est comprendre quoi. Pour vous, Kabila n'a rien de bon. En 18 ans, il a détruit le pays. En 18 ans, Kabila n'a rien fait de bon pour ce pays. Il a quand même trouvé le pays en 4 morceaux. Il s'est organisé pour qu'il y ait un gouvernement d'1+4, laissant une majeure part. Soyez quand même gras, soyez reconnaissants même pour des petites choses, maître. Je n'ai pas que Kabila incarne les démons en entièreté. Mais il a raté l'occasion de laver son image, en prolongeant, à s'octroyer 2 ans injustement et en faisant la promotion d'un chaos électoral. Et ça vale même les petits bienfaits que la population devrait lui être reconnaissante. C'est ça le problème. Maître Laurent Tchoumbe, vous êtes cadre de l'ECD, avec vous, on fait donc la lecture de l'actualité politique dans le pays. L'actualité, c'est aussi ces problèmes, ces guerres entre Félix dans son mariage avec le FCC. Aujourd'hui, vous qui regardez les choses de l'extérieur, c'est quoi l'état d'esprit? Vous vous moquez de Félix en disant il croyait bien faire en allant s'allier avec les diables tels que vous les présentez, ou vous êtes plutôt dans la logique où on peut encore sauver ce qui peut l'être en amenant Félix Antoine Tshisekedi à rompre avec Joseph Kabila? Les deux. La première considération, c'est que nous nous moquons sérieusement de lui parce qu'il est effectivement parti contre Vazé Marin à s'allier avec quelqu'un qui a paupérisé cette population. Il a paupérisé la population congolaise. Et tout celui qui s'allie, on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Et pour la population, si la population a infligé une sanction politique organisée aux élections de 2018, c'est parce que la population ne s'est pas retrouvée dans la gestion de M. Kabila. Et aujourd'hui, Félix a accepté d'aller s'allier avec la personne que la population congolaise a combattue. Nous en manquons de lui parce que nous savions que ça allait arriver. Mais aujourd'hui, s'il veut sauver ce pays, il doit prendre ce courage et rompre ces mariages incestueux. Parce que le mariage incestueux n'a pas d'avenir. Vous dites de lui que c'est un président étiquette, comment il va le faire? Vous, de la Mouka, vous dites de lui qu'il n'a pas le vrai pouvoir, que l'appareil judiciaire, que l'appareil de la sécurité, que tout se trouve encore entre les mains de Kabila.
Non, mais il a l'impérium du pouvoir. Ils cogèrent ensemble, ils ont fait une alliance. Je sais que dans une alliance, les deux partis ont un certain nombre de pouvoirs. Même si ça peut être déséquilibré, il n'y a pas d'homéostasie, mais je reconnais quand même que ce sont les deux qui gèrent le pays. Aujourd'hui, ils assument la paternité de tous les maux que la population souffre. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la justice. Si Félix aujourd'hui prend la décision de dire à la population congolaise la vérité sur les élections, il sera pardonné. Et on a les élections anticipées, et les meilleurs vont les gagner, et le pays va continuer. La crise actuelle, M. Perrault, ne profite ni à Félix, ni à Martin, ni à Kabila lui-même, parce que l'avenir nous regarde. Et la population congolaise n'oubliera pas les auteurs de la situation que nous vivons actuellement. Je crois que la proposition savante et salutaire que le président Martin Fayulu a proposée, qu'on ait des réformes, qu'on ait des élections anticipées, va mettre tout le monde d'accord. Si on aime ce pays, on ne peut pas se coller, on ne peut pas se fixer, on ne peut pas s'accrocher à une responsabilité, peu importe la qualité du sucre que cette entreprise ou l'occupation du poste donne à son bénéficiaire. Maître Laurent Tchumbe, nous avons parlé de Félix, nous avons parlé de Kabila, nous avons parlé de la marche. Parlons de vous-même, Lamouka. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie aujourd'hui que de croire que Lamouka existe? Lamouka existe chez Kabemba, Lamouka existe chez Fayulu, ou Lamouka existe où exactement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui qu'il faille prendre son courage et signer le certificat de décès de Lamouka? Donc, comment on peut signer le certificat de décès d'une organisation politique qui existe et qui a montré ses preuves? Où le 13 juillet dernier, si la population était descendue massivement dans la rue, vous le savez, c'est par l'appel pathétique qui a été fait par les 4 de nos leaders, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ça veut dire, contrairement à ce que les gens pensent, la Mouka existe. Si la Mouka n'existait pas, vous n'allez pas avoir vu aujourd'hui des milliers de Congolais qui ont répondu positivement à l'appel de cette loi. Finalement, Katumbi dit qu'il est dans l'opposition républicaine en saluant ce qu'il y a de bien, c'est Félix. Mouzit, comment il s'appelle Fayulu dit qu'il est dans la vérité des urnes et tantôt maintenant il commence à réclamer un dialogue. On ne sait pas si c'est pour avoir le poste. Mouzito, lui, il faut attaquer. On a l'impression que c'est un conglomérat divergent où chacun a ses intérêts et ce n'est plus une histoire homogène. Par contre, ce qu'il faut tirer de toutes ces différentes déclarations, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est l'exemple même d'une organisation politique sérieuse qui ne marche pas sur des positions préétablies, qui ne répond pas au mot d'ordre de quelqu'un. Mais chacun est libre. Tout en état dans une organisation, on peut émettre des avis divergents. On peut avoir une vision parallèle sur une question donnée. Même dans un mariage, l'époux peut souhaiter qu'on habite à Gombe, la femme à Galiema. Donc, ils sont dans l'homogénéité, mais cela n'empêche pas chacun d'avoir une vision quelconque. N'oublie pas que tous ces leaders sont chacun à la tête d'un parti politique. Et que le parti politique, tout chacun, s'ils n'ont pas de position divergente, ils n'allaient pas être dans des partis politiques différents. C'est une organisation supra-parti politique, mais chacun a une vision quelconque pour le Congo. Chacun a la vision des membres de son parti politique, mais comme ils appartiennent dans un ensemble, ils y font les actions qui sont communes, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des positions divergées sur une ou autre question. C'est la santé de la démocratie. Vous parlez de l'élection anticipée aujourd'hui. Qui sera les candidats de la Mouka? Est-ce que Martin Fayulu? Est-ce que Moïse Katumbi? Rappelez-vous que si Katumbi a laissé Fayulu, c'est parce que d'une certaine manière, Katumbi avait quelques petits soucis avec Kabila. Rappelez-vous de l'expérience de Genève. On signe les accords, on dit même que si j'ai trahi, ça va créer des problèmes. 2 jours après, Kamere et Tshisekedi quittent le bateau. Qui sera les candidats de la Mouka aujourd'hui s'il devait y avoir élection anticipée comme vous les réclamez? Moi, je crois qu'à ce qui nous concerne, le président Martin Fayulu l'avait dit. Ils sont partis dans une opération où ils devaient trouver une solution par consensus. Ils sont tous politiques. Il n'y avait pas de consensus. Et les modes qui se sont entendus à l'avance, c'est l'élection et Martin Fayulu l'a emporté. Je crois qu'aujourd'hui, comme elle a négocié avec son frère de Bandundu Matungulu, parce qu'il faut qu'on se le dise. En matière électorale, Fayulu a quand même dribblé, Félix Katumbi. Mais Perrault, en saluant, en faisant quand il y a des élections, chacun des candidats déploie ses propres stratégies. Et parmi les stratégies, même des balises, des ruses, même de... Non, il n'a pas utilisé la ruse, il a voté, il a émis son vote. Il y a ceux qui l'ont voté et ça fait qu'il a gagné les élections. Ça, c'est un débat tourné. Parce que le processus a été transparent sous l'observabilité
de plusieurs dignitaires qui sont connus et il a remporté les élections. Et même aujourd'hui, si on a des élections anticipées, moi je crois que ce sont de grands messieurs. Ils ont montré l'exemple à toute la nation congolaise. Ils vont se retrouver, ils vont décider. C'est une question aujourd'hui assez précoce, mais je sais qu'ils vont trouver un compromis et il y aura un candidat du peuple et qui va emporter les élections. Je ne doute pas que ce soit Martin Fayulu, bien que la question n'est pas encore sur la table. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la configuration politique actuelle, un deal, appelons ça comme ça, un deal, une négociation, ou plutôt un rapprochement avec Félix Tshisekedi est possible? De mon point de vue personnel, et en suivant les différentes déclarations de mon président, ce n'est pas impossible, mais il faut précéder cela par la vérité et la justice. S'il y a la vérité, s'il y a la justice, il a dit qu'il a pardonné. Mais c'est pas de l'hypocrisie. Quand il dit que c'est la justice, c'est quoi? Ça dit quoi? Qu'aujourd'hui, que Félix vienne lui remettre le pouvoir sur un plateau, que la Cour suprême revienne sur son verdict en disant que c'est Fayulu qui a gagné, c'est vouloir une chose et son contraire. Vous et moi, on sait que ça c'est impossible et ça ne se fera jamais. Non, il faut dire que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que vous entendez par la justice? Si on a un dialogue politique aujourd'hui et que la personne qui a perdu les élections reconnaît que nous sommes tous ici la classe politique congolaise, ce qui s'est passé, c'est passé. Décidons ensemble que, comme tel a gagné les élections, trouver un compromis politique pour qu'il occupe, il ait en main l'impérieux du pouvoir. Vous pensez que c'est faisable? C'est faisable tout de même. C'est impossible. Mais ce n'est pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas faisable ou impossible. Ne rêvons pas debout, ne rêvons pas debout, ne rêvons pas debout. Donc vous, là, à décider, vous croyez que lorsque Martin Fayulu dit qu'avant il faut de la justice, vous attendez à ce que Félix appelle les gens pour dire ok, monsieur Fayulu, prenez le pouvoir, c'est vous qui avez gagné le pouvoir. C'est une rubrique de la faisabilité. Ce n'est pas impossible. Moi, je crois que si une personne veut se laver, veut laver son honneur, ce n'est pas impossible qu'il revienne sur ce qui s'est passé. Parce que la population a besoin de la justice. C'est hypocrite, c'est vouloir une chose de son contraire. C'était qui évolue sans justice. Et je vous ai dit que la justice n'est pas seulement celle qui est dite par les cours et tribunaux. Les politiques aussi peuvent s'asseoir et dire la vérité. Et le pays va avancer. Qui gagne? C'est la nation qui va gagner. Parce que la population va se retrouver en face de la personne pour laquelle ils ont donné leur voix. On n'aura plus de crise de légitimité et on va avancer. Cette Assemblée nationale qui est là, elle n'a pas sa raison d'être. Parce qu'elle ne représente pas les aspirations de la population. Il faut une solution politique aujourd'hui. On ne peut pas s'accrocher indûment au pouvoir, sachant que la population ne se retrouve pas derrière ses dirigeants. Il faut prendre le courage d'un homme et il va inscrire son nom dans l'histoire. À mon avis, ça c'est un point de vue personnel. Je ne dis pas que nous allons marcher sous ce corridor-là, mais j'estime que si un tel courage est pris, je crois que la nation va... Maître Laurent Tchoumé, on me signale à l'oreille qu'on est arrivé vers la fin de cette émission. Des millions de Congolais vous regardent, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Vous décidez, vous la Mouka, vous attendez quoi du peuple aujourd'hui? Vous attendez quoi des politiques aujourd'hui pour aider le Congo à se redresser? Moi, je crois que lors d'une rencontre que j'ai eu le privilège d'être avec le président Etienne Tshisekedi, il nous a toujours rappelé une chose importante. Je parle du fait Etienne Tshisekedi. Il a dit que le jour où la population congolaise elle-même saura revendiquer son droit, on va atteindre la maturité politique. Il y a des signaux qui démontrent aujourd'hui que nous avions balbutié depuis 2006 avec ce processus démocratique, mais aujourd'hui la population a atteint une certaine maturité et la population sait revendiquer ses droits. Toutes les questions qui concernent l'intérêt du peuple, la population doit être vigilante et suivre les mots d'ordre de ceux qui incarnent leurs avenirs. Et aujourd'hui, la Mouka, c'est un état d'esprit. La Mouka n'est plus Fayulu, Bemba et consort. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, nous sommes longtemps endormis. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes longtemps endormis et c'est un appel au réveillon. La population congolaise doit se réveiller aujourd'hui et faire échec à tout citoyen, au groupe d'individus qui va à la contre des intérêts supérieurs de la nation. Et la personne qui incarne, l'organisation qui incarne aujourd'hui ce changement, c'est la Mouka. Et nous devons tenir bon pour qu'on ait un processus électoral véritable, parce que c'est le seul gage pour que nous ayons des dirigeants légitimes, parce que vous savez que depuis 60, le plus grand mot, le plus grand mal qui a gangréné notre pays, c'est la crise de légitimité. Et si nous mettons derrière nous cette cacophonie, vous allez voir que ce pays sera la Chine de l'Afrique. Maître Laurent Tchoumé, merci. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Honnêtement, ce plaisir est partagé. Les portes sont grandement ouvertes. Venez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Merci beaucoup, Président. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous.
Restez branchés sur nos programmes. J'aurai le même plaisir en vous retrouvant lors d'un prochain numéro. Merci et bonsoir chez vous.